Bonjour à tous. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un extrait de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, auteur de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, inspiré entre autres par le romantisme du XIXe siècle, qui se trouve dans son héros Cyrano. Cyrano qui est un cadet de Gascogne, valeureux, extrêmement bon poète, au grand cœur, noble, amoureux de sa cousine Roxane, mais pourvu d'un nez disproportionné qui dépare sa figure. Donc un peu comme un héros romantique, il y a à la fois le grotesque et le sublime en lui, et il est finalement assez seul, bien qu'il ait beaucoup d'amis. Et l'extrait que nous allons étudier est au tout début de la pièce, juste après la célèbre tirade du nez, quand il s'apprête à se battre avec le vicomte de Valvert, qui a essayé de le provoquer, mais Cyrano finalement l'a mieux provoqué. Cyrano déclamant. Ballade de duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélître. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Place, très amusant, rangez-vous, pas de bruit. Tableau, cercle de curieux par terre, les marquis et les officiers mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple. Les pages grimpaient sur des épaules pour mieux voir, toutes les femmes debout dans les loges. À droite, De Guiche et ses gentilshommes, à gauche, Le Bret, Ragueneau, Sigui, etc. Nous allons donc voir comment dans ce texte, Cyrano se donne en spectacle. Et pour cela, nous étudierons dans un premier temps l'entrée en scène de Cyrano et involontairement du vicomte de Valvert, puis la façon dont Cyrano se met dans la peau de son personnage, et enfin le début du spectacle à proprement parler, puisque c'est bien à un spectacle que nous et les spectateurs qui sont sur scène assistons. Et cet aspect de mise en abîme du théâtre dans le théâtre se trouve dès le départ, puisque dans la Didascalie déclamant, nous avons déjà l'impression que Cyrano, alors qu'à ce moment-là il n'est pas au théâtre, se fait acteur de théâtre, puisqu'il déclame le titre de la ballade qu'il est en train de composer. Et ce titre, ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélître, parfaitement balancé avec des allitérations en B et en L qui donnent des sonorités assez douces à l'oreille. Et c'est un titre qui annonce déjà quasiment l'issue du combat, puisque déjà ce titre est au passé, eut avec un bélître, comme si ce qu'il racontait était un événement passé, ce qui correspond assez bien au genre de la ballade tel qu'il a été réutilisé par les romantiques en Allemagne au XVIIIe siècle, qui servait à relater une tradition historique ou légendaire de façon assez pathétique. Donc ici, il raconte un événement historique et monsieur de Bergerac lui-même donc est mis en valeur par le nom complet avec la particule face au vicomte de Valvert qui lui pourtant est réellement noble. Cyrano lui a certes une particule mais n'a pas de titre. Mais le vicomte de Valvert n'est qualifié que par le nom bélître qui signifie un homme de peu. Donc il est cet écart entre les deux annonce déjà l'issue du combat, comme si Cyrano la connaissait. Et le vicomte qui fait déjà preuve de peu d'intelligence, répond qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît, dans une formule beaucoup moins élégante que Cyrano, puisqu'on a des allitérations en que et en se qui donnent l'impression qu'il coasse. En plus, il ne comprend pas ce qu'est en train d'annoncer Cyrano, qui est obligé de lui expliquer. C'est le titre, dans une phrase extrêmement brève, très simple, et qui en plus a le mérite de compléter l'alexandrin imparfait du vicomte. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Ne comporte que 9 syllabes, il en manquait 3 que donne Cyrano pour faire un alexandrin. Le vicomte n'est pas capable de faire un alexandrin complet. Il prouve déjà donc que l'issue du combat, au moins poétique, sera en faveur de Cyrano, puisqu'il y a 2 combats qui vont se jouer là, en fait. Un combat à l'épée et un combat de mots. Et c'est ce qu'on voit à travers justement le fait que Cyrano compose une ballade. Une ballade qui était tout d'abord un poème de la fin du Moyen-Âge, composé de 3 strophes et d'un envoi. C'est ce que va faire exactement Cyrano. Et nous voyons ici que ce qu'il annonce, c'est une ballade, mais c'est aussi un spectacle. Et on voit d'ailleurs, on l'a déjà dit avec Déclamant, mais on le voit à la salle aussi. Puisque la salle
puisque les paroles des spectateurs montrent que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir voir et entendre, comme le montrent tous les termes qui sont employés par la salle. Place, rangez-vous. Ici, ça donne l'impression qu'ils ont besoin de voir, justement. Pas de bruit, ils ont besoin d'entendre. Et très amusant, c'est le jugement des spectateurs sur ce qu'ils voient. Et on voit que déjà, l'annonce de la pièce à laquelle ils vont assister les satisfait, la salle est surexcitée au plus haut point. À travers l'adjectif excité, le préfixe sur et le complément circonstanciel de manière au plus haut point, on voit ici de façon extrêmement hyperbolique à quel point la salle est comment dire, enthousiaste. Voilà. Et ensuite, nous avons une grande didascalie qui nous présente la salle justement pour montrer à quel point l'ensemble de la société est intéressée par cette pièce, puisque nous avons les marquis, les officiers, mais aussi les bourgeois et les gens du peuple. Donc les nobles, les soldats, les bourgeois, le peuple. Nous avons tous les âges, puisqu'avant nous avions plutôt des gens qui semblaient être d'âge mûr. Les pages sont des jeunes hommes, voire même des adolescents, des enfants. Et puis nous avons les femmes aussi. Donc nous avons l'ensemble de la société qui est ici représentée dans ce tableau qui nous est donné à voir. Et puis on voit bien ici la mise en abîme, puisque nous, spectateurs, voyons en face de nous des spectateurs. Et à présent, Cyrano va se mettre dans son personnage. Et il nous permet d'assister à, tout d'abord, au processus créateur du poète, puisque, à travers l'impératif « attendez », il s'adresse au public et joue avec son impatience en lui disant « je choisis mes rimes, là j'y suis ». On voit les points de suspension qui montrent le temps qui s'écoule et on voit ici qu'il essaye de créer une forme de suspense. En même temps, on le voit en train de choisir tout ce qui composera le poème qui vient. Donc nous assistons au processus créateur, avec aussi d'ailleurs la présente énonciation. Et ensuite, nous avons une forme de chorégraphie qui va commencer. Chorégraphie qui rappelle aussi d'ailleurs le genre de la ballade, puisque je vous ai dit que c'était un poème de la fin du Moyen-Âge, que c'était aussi un genre qui avait été repris à l'époque romantique en Allemagne, aussi en Angleterre d'ailleurs, pour raconter des événements historiques ou légendaires. Mais c'était aussi une danse, puisque c'était d'abord, avant même d'être un poème, c'était lié à la musique et à la danse. Et ici, c'est ce que nous allons avoir, une danse, puisque Cyrano, comme une sorte de chorégraphiste, met en scène chacun de ses gestes. Il fait ce qu'il dit à mesure. On est d'ailleurs aussi dans la mise en abîme, puisqu'il est le metteur en scène, qui prévoit les gestes de l'acteur qu'il est lui aussi. Il a tous les rôles, le metteur en scène, le poète, l'acteur. Et nous le voyons donc agir. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Dernière phrase très brève, qui justement insiste sur la soudaineté de l'action finale, qui est celle de tirer l'épée. Alors qu'avant nous avions beaucoup de lenteur, comme si justement il s'amusait encore une fois à jouer du public, mais aussi du vicomte, parce qu'il se montre extrêmement serein face au vicomte qu'on peut imaginer anxieux, agité. On le voit, cette lenteur, avec les compléments circonstanciels de manière, avec grâce, lentement. En plus, nous avons des sonorités nasales, lentement l'abandon, grand manteau, toutes ces sonorités nasales qui accentuent la lenteur du processus. Et il complète son personnage, qui était d'abord le personnage un personnage danseur, un personnage aussi serein, mais c'est aussi, il va ajouter comme caractéristique celle de l'élégance et de l'agilité, en utilisant plusieurs personnages réels ou fictifs qui vont lui permettre de composer son propre personnage, puisqu'il se compare à Céladon, héros de romans précieux, héros amoureux, ce qui rappelle le fait que Cyrano soit amoureux de sa cousine Roxane, et agile comme Scaramouche, la comparaison à Scaramouche, qui était un acteur comique de l'époque.
donc un acteur à l'aise pour jouer, pour se déplacer sur scène. Ce que va faire Cyrano, et ce qui rappelle à nouveau que ce n'est pas seulement un combat, mais c'est une scène à laquelle nous assistons. Et il finit par déprécier évidemment le vicomte en le qualifiant de myrmidon, ce qui en grec signifie fourmi, donc c'est un tout petit homme à nouveau. Et c'est le début des métaphores animalières qui vont permettre de déprécier le vicomte. De plus, il annonce dès le début qu'à la fin, il va gagner. Et l'envoi, c'est la fin de la ballade. Or, il va toucher donc à la fois physiquement par l'épée, mais aussi intellectuellement par la pointe finale de son poème. C'est lui qui va gagner, il le sait déjà. Et nous voyons maintenant le début véritablement du spectacle, où il continue en fait à la fois à se battre, comme le signalent tous les points de suspension qui laissent la place à l'action, et en même temps à dévaloriser le vicomte par la parole. Donc c'est les deux terrains du combat. Puisqu'il lui dit « vous auriez bien dû rester neutre, où vais-je vous larder, dindon ?» Puis donc nous avons cette comparaison dindon, et le terme larder aussi, qui le rend véritablement animal, qui fait de lui une viande. Et en énumérant les endroits où il peut le larder, le flanc puis le cœur, il laisse percevoir la possibilité d'une tragédie, puisque le flanc, ce n'est pas très grave, mais au cœur, c'est la possibilité de la mort. Nous voyons aussi qu'il se moque de la noblesse du vicomte, puisque là où il veut le toucher, c'est le bleu cordon, c'est-à-dire le cordon bleu, avec une inversion qui rend le terme plus surprenant, plus bizarre. Mais ce cordon bleu, c'était justement le signe de la noblesse du vicomte, puisque ça évoque, et c'est une distinction qui évoque son rang. Puis Cyrano se fait même bruiteur. Il est non seulement le commentateur, mais il est le compositeur, le metteur en scène, l'acteur, mais il est même le bruiteur, puisqu'on le voit avec les coquilles qui sont des parties de la poignée de l'épée, ce qui couvre la main, qui, se frottant l'une contre l'autre, teintent, et c'est lui qui fait le son, ding-dong. Puis il joue toujours avec les mots, puisqu'il joue avec la mouche du fleuret qui permettait dans des entraînements de le rendre inoffensif. Ici, ma pointe voltige, une mouche. On a à la fois on a un jeu de mots avec la mouche du fleuret et la mouche, l'animal, qui montre la rapidité de Cyrano. Il met en valeur sa capacité à créer des jeux de mots, à composer, donc sa force de poète, mais aussi sa force de bretteur, puisqu'il a une épée très rapide. Et enfin, il rappelle le refrain à la fin de l'envoi « je touche », mais en le faisant précéder de « c'est au bedon » qu'à la fin de l'envoi « je touche ». Bedon qui rimait avec dindon, avec cordon, avec ding-dong, tout ce qui permet de dévaloriser le vicomte. Et le bedon, pourquoi au bedon? Parce que justement, c'est le centre du corps, c'est le ventre. Il y a l'idée ici que c'est le nombrilisme du vicomte qui va être touché, que c'est dans son orgueil qu'il va être touché, bien plus que dans son corps. Ainsi, nous avons vu qu'ici, Cyrano crée tout un spectacle dans lequel il se met lui-même en spectacle pour battre le vicomte, aussi bien sur le terrain de la poésie que le terrain du combat armé. Et nous pouvons cela le rapprocher et le différencier d'un autre bretteur qui met en valeur ses exploits guerriers, qui se met en valeur, c'est le soldat fanfaron Pyrgo Polynice chez Plaute. Sauf que le soldat fanfaron, contrairement à Cyrano, n'est pas réellement un bon bretteur. En réalité, est un lâche. Alors que Cyrano, lui, quand il montre sa force, il la prouve en même temps. Voilà.